Oui. Nous avons écouté successivement M. Loïc Gérard, M. Dorian Martinez et Mademoiselle Jessica Salmon. Je vous laisse parler, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les jurés, mes chers contradicteurs, le public présent dans l'auditoire aujourd'hui, bonsoir. Il y a maintenant près d'un mois, je devais démontrer lors des phases de qualification qu'un verre à demi-vide valait mieux qu'un plein. Le sujet qui nous amène aujourd'hui est de savoir s'il faut toujours s'attendre au tir, dans lequel la défense de la thèse m'a été imposée. J'ai voulu me préparer autant que possible, je n'aurais pas pu imaginer, jusqu'à il y a maintenant 1h30, avoir deux contradicteurs contre moi. Pour ce thème assez semblable à celui du premier tour, je dois une fois de plus défendre le pessimisme, mal aimé, face à l'optimisme, trompeur et empoisonné. J'interpelle tout de même la personne en charge des sujets de deuxième année, qui doit sans nul doute faire une grave dépression, et nous préparant, j'en suis sûr, aux heureux, parvenant jusqu'au final, à un sujet tel que « il est préférable de se pendre seul », ou encore « la douleur est-elle toujours mauvaise ?» Mais il est remarquable que le pessimiste que je suis, comme une fois encore, se range derrière le pessimiste. Oui, mesdames et messieurs, il faut toujours s'attendre au pire. Mon semestre n'a pas été validé à raison d'une moyenne de 9,9. Madame Gavelda a qualifié mon oral de droit pénal de flou artistique. Mon contradicteur, M. Martinez, n'est autre que mon partenaire de projet de finances publiques, laissant à craindre pour notre cohésion de groupe, notre note, coefficient 6. Et mon tout nouveau voisin de palier m'a succinctement demandé cette semaine s'il pouvait m'emprunter du sel et avoir le numéro de téléphone de ma compagne. Je vous épargnerai pour ce thème les simples prises en compte textuelles, faisant de au pire un nom propre, placé entre les mailles du contrôle de l'état civil. Ou bien en faisant un lieu, comme la petite commune de Haut-Pire, se trouvant dans le Nord-Pas-de-Calais et comptant près de 1200 habitants. Ça n'a pas d'importance. Mon contradicteur, M. Martinez, saura bien mieux vous convaincre que moi. Je m'y attends. Il vous prouvera que sa prestation est inégalée. Optimiste, il affirmera qu'on ne peut en faire de meilleur. Et la grande raison, c'est qu'il en a le cœur. Il est vrai que son antithèse n'est pas sans valeur. Et si je me défends, c'est en reculant. Se servant avec brio de la dernière pub Carrefour, il prendra une voix d'enfant et nous dira qui est l'optimisme. Il tentera de nous entraîner avec Mademoiselle Salmon vers l'espoir et les rêves, cadeaux empoisonnés. L'optimisme et l'optimisme ne sont ici qu'une affection hypocrite, une illusion dangereuse. Ce n'est qu'un voile, semblable à un gâteau au chocolat pour un diabétique. La nappe est belle, mais le contenu pose problème. C'est d'accord. Il arguera que même au crépuscule, le soleil brille encore, que vivre dans la crainte, c'est renoncer, c'est accepter la défaite et se pousser à l'autocensure. Argument probant si vous vous trouvez dans une année bissextile, que nous sommes aujourd'hui le jour de votre anniversaire, et qu'une erreur de la banque en votre faveur vient de vous rapporter la coquette somme de 26 443 euros. Non. Il reprendra Victor Hugo et nous dira que ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ou Corneille dans le cycle, qui ne craint pas la mort, ne craint pas les menaces. Cela vous laisse imaginer la fragilité de l'optimisme. Mais après tout, il n'y a pas de code d'honneur entre les voleurs, sauf peut-être pour les avocats. Pour lutter, il faut voir la réalité, faire tomber les masques et les œillères. Se préparer aux difficultés, affronter et ne pas les fuir. La prise en compte du danger marque la distinction entre courage et témérité. Certains diraient que le pire dans le pire, c'est l'attente du pire, reprenant les mots de Daniel Pénac. D'autres que le terme pire n'est qu'un quantificateur, subjectif à chacun, et que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pour ma part, le pire réside dans nos craintes, nos hantises, qui à chaque situation délicate apparaissent pour nous prouver que les utopies ne sont jamais bien réelles et que voir le pire, c'est prendre conscience de l'exactitude des faits. C'est se rendre compte que le meilleur, son opposé, peut lui aussi exister. Oui, il faut s'attendre au pire, mais nous préférons toujours trouver des échappatoires à nos problèmes. Ici, comme dans la mort de César, tout le monde est coupable. Mais ne nous blâmons pas, car après tout, même une horloge arrêtée donne l'heure de fois par jour. Nous sommes ici tenus par une différence de point de vue. Les circonstances restent les mêmes. Ce n'est qu'une opposition entre l'optimisme béat et le terre-à-terre exact. Maître Dupond-Moretti, bien que controversé, a su qualifier cela en exprimant qu'un curé vous refusera de fumer en priant et vous accordera toujours de prier en fumant.
les mots inscrits dans la bouche. Toi qui entres ici, abandonne tout espoir. L'attente du pire peut revêtir plusieurs aspects, en fonction des plus grandes craintes de chacun. Il peut s'agir pour certains de la jalousie, des entraves à l'amour. Shakespeare, au-delà de la tragédie, a voulu nous faire haïr le pire. La présomption de culpabilité qui hante la monstrueuse jalousie. Celle qui ne veut pas savoir, mais soupçonner. Non défendre l'amour, mais le détruire. Vous avez détesté la jalousie de Iago, espéré dans Othello, et craint pour Desdémone. L'attente du pire peut se réfugier sous la trahison. Judas pour Jésus, Anakin pour Obi-Wan, ou un simple commentaire d'arrêt du Conseil d'État pour certains étudiants de deuxième année de droit. Je me suis passé il y a exactement un mois, avec cette jolie jeune femme, assise seule dans son coin. Et je me prépare à ce que ma partenaire me quitte pour Pedro, le voisin, me laissant pour bien individu une table Ikea, pas encore totalement montée, et une télévision ne captant que les chaînes 2, 4, 7 et 9. Ou encore que mon contradicteur, ceinture noire de karaté, se jette brusquement sur moi, brisant ce pupitre et me cassant la clavicule. Si le pire est ce que l'on redoute, le pire du pire est cette angoisse croissante de la mort. Ne pas s'y attendre ne nous permet pas de profiter pleinement de la vie, de jouir de chaque instant, car il faudrait être le dernier. Après tout, maintenant King Kong, c'est la belle qui a tué la bête. Toujours s'attendre au pire permet de plus se réjouir à de l'inattendu et de se préparer à une humeur prochaine, afin de ne pas tomber de pied. L'attente du pire n'est pas géographiquement localisée, contrairement à la notion de droit pénal dans l'espace, il opère partout de la même façon. Même dans les plus hautes sphères, il faut l'attendre. André Santini, ayant dit lors des débats à l'Assemblée nationale au sujet de M. Arpaillange, garde des Sceaux, que Saint-Louis rendait la justice sous un chêne. Arpaillange la rend comme un colon. Que dire de l'histoire des Templiers? Comment ne pas imaginer que devenus plus puissants que tout le royaume d'Europe, ils n'avaient pas à craindre le pire? N'est-ce pas dangereuse naïveté que de n'imaginer que le bonheur sur le pire? Ne serait-ce pas culpabilité professionnelle pour un avocat que de croire un seul instant que son client ne risque pas le pire lorsqu'il est traduit aux assises? L'optimisme n'est qu'une fraude classique, un dol. Attendre le pire est le meilleur moyen de le prévenir. S'y refuser, c'est déjà reçu. Mesdames et messieurs les jurés, tranchez sans crainte ce nœud gordien. Je poursuivrai avec résolution la volonté de ne pas vivre dans le mensonge et de toujours m'attendre au pire. Je vous remercie. Je m'étais conditionné à recevoir un sujet que je percevrais vaguement comme un étron, alors que je suis atteint d'une gastroentérite. Force est de constater que je me trompais. Le sujet soumis à ma réflexion, faut-il toujours s'en prendre au pire, en défendant la thèse du non, m'interpella. Aurais-je pris à mon insu des substances exotiques qui justifieraient, pour me rapprocher de la thèse d'Orlando, cette fois l'inscription à un concours qui me place ici devant vous? Ce fut avec une vaillance sans limite que je me jeta dans la mêlée. Par précaution, je sollicite les conseils avisés de mon ami Geoffrey. Par ces mots. Aide-moi, s'il te plaît, c'est la galère. Mon adversaire n'est nulle autre personne que Loïc Gérard, celui qui a terrassé le Gambana l'année dernière. Mon ami me regarda avec un sourire amical. Il posa sa main sur ma tête, comme le ferait un maître avec son disciple, en disant: dans le Seigneur des Anneaux, Aragorn nous enseigne la pensée fondamentale. Il y a toujours de l'espoir. Il rajouta également que Loïc Gérard était probablement en train de s'attendre au pire quant à la qualité de ma prestation. Mon phrasé quotidien, plus proche du caniveau que des allées du Sénat, m'invita à prendre congé et à me réfugier dans l'outil le plus sûr qui soit,
un dictionnaire de la langue française. Le sabre entre les dents, je plonge dans l'inconnu. Mais rassurez-vous, aucun dictionnaire ne fut maltraité durant la préparation de ce discours. Voilà ce que je découvris. Le mot pire n'est autre que le superlatif du mot mauvais. Avec des termes plus rustiques, il s'agirait donc de quelque chose de plus mauvais que le mauvais lui-même. Je m'en vais donc défendre le nom. Pour cela, je vais me référer à ce cher Shakespeare, ou l'en secouer en bon français. Qu'il ne suffit pas de parler, comme le fit mon cher contradicteur, il faut parler juste. Je crois pouvoir affirmer qu'ici, personne ne pense attendre au pire. Personne n'est un chic-type, soyez comme personne. Je vais prendre un exemple concret pour illustrer mon propos. Lors des délibérations des examens du premier semestre, je me trouvais derrière la porte. J'étais armé d'un balai, prêt à effectuer des prises de karaté et quelques autres infractions qualifiées de crimes et délits par notre très cher code pénal. J'avais déjà envisagé de quitter la France afin d'élever des dromadaires dans le désert de Chihuahua, au Mexique, si jamais je n'avais pas la moyenne. Force est de constater que j'ai réussi à l'avoir, ce qui me permet en plus de m'éviter de me préparer pour les rattrapages de juin. Est-ce cependant là la pire des situations qui puisse m'arriver? Tenant compte de la définition du pire, je dois être contraint de vous annoncer que non, le pire aurait été de ne pas avoir mon semestre, de me faire virer de l'université, de ma maison, et surtout de ne plus avoir accès à ce superbe pot de Nutella qui me tient compagnie durant la Saint-Valentin. Au fond de l'amphithéâtre, vous êtes probablement en train de vous dire « toujours pire ». Vous avez absolument raison. C'est ici que je veux vous ferrer, vous interpeller, vous penser l'oreille, bref, vous faire une confiance. Qu'importe ce que vous imaginez, chaque personne a sa propre définition du pire, car il s'agit d'un jugement personnel. À quoi bon se focaliser sur une seule situation de malheur lorsque le futur est incertain? Finalement, pour ma part, n'ayant pas souhaité être psychopathe contre mesure, je puis me satisfaire d'avoir réussi la moitié de mon année. J'étais dehors, comme un demeuré, hurlant « Libéré, délivré, je ne travaillerai plus jamais, foutez-moi la paix !» Puis, il était délivré, je me bats, je réfute le fait même que l'on pourrait hypothétiquement songer à s'attendre au pire. Pourquoi? Parce que s'attendre au pire ne correspond qu'à l'avenir, au futur. Oui, après tout, si la notion d'attente est présente, alors il s'agit de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Êtes-vous alors quelqu'un de paranoïaque, qui n'a aucune foi en l'avenir, en toute chose, qu'importe ce que vous faites? Je me suis essayé à la paranoïa le 5e jeudi du mois dernier, et je me suis renfrogné à une idée plus sage, lorsque je commençais à craindre de me faire mordre par une chauve-souris atteinte de la rage alors que j'habitais au 5e étage. Ridicule, voyez-vous? Eh bien, vous avez tout à fait raison. Si je puis apprendre quelque chose de mon gros passé, c'est bien que l'avenir est incertain. Il est de bon ton de songer aux paroles de Robert Sabatier, qui a affirmé qu'oublier le présent est une manière de mépriser le futur. En rajoutant aussi les pensées de Louis-Philippe de Ségur, non, ce n'est pas le nôtre. Le temps fuit avec rapidité. Profitez du présent sans vous projeter dans l'avenir. Et pourquoi dire? N'oublions pas que ce qui permet d'envisager le futur n'est autre que l'attention au présent. Les animaux ne pensent pas de telles choses. Eux se contentent de penser au présent. Je n'ai jamais vu mon chien se dire « Ouh là là, j'espère que la semaine prochaine, je vais manger de bonnes croquettes et qu'elles ne seront pas à l'aubergine. » Bien sûr que non. Il pense comme un garçon ou un bébé. Ah oui, je parle couramment le bébé, même que parfois je voyage dans une boîte bleue. Nous sommes des êtres qui vivons dans le présent. Manger, avoir, pipi, caca. Je ne connais aucun ami qui craint que sa capote ne se perce à chaque coup de rein. D'attendre au pire pour éviter d'être déçu, éviter d'être malheureux. Peut-être oui, mais cela nous rend-il pour autant heureux? Anne Barata soutenait après tout que la vie peut toujours faire pire. Si on s'attend toujours à ce que tout nous tombe dessus, cela vient à nous faire réduire notre vision du bonheur. Nous passerons notre temps à fuir, quitte à laisser ce que nous chérissons le plus. Pensez à l'adage qui dit qu'il ne pleut que sur les mouillés. On appelle cela également la théorie de l'attraction, ou de l'autoconditionnement, pardon. À force de craindre le mal, nous finissons par le provoquer. Tout ça pourquoi? Se prétendre martyr du peuple, en clamant, je le savais, une pensée pour toutes ces personnes qui ratent leur permis de conduire chaque jour en se répétant en boucle les fameux mots « je ne vais jamais y arriver ». À bien y réfléchir, toutes ces personnes qui prétendent s'attendre au pire me laissent dubitatif. Je mettrai ma main à couper qu'il s'agit là d'une astuce pour se rassurer. Une sorte d'hypocrisie envers soi-même. Ainsi, il chercherait... Ainsi, il chercherait à se contredire. Ne rechercherait-il pas finalement à se donner de l'espoir en affirmant la thèse inverse? Si nous reprenons l'exemple du homme, bien que ces personnes clament haut et fort qu'elles ont raté, je suis persuadé au fond de moi qu'elles espèrent avoir. En fin de compte, rendons-nous à l'évidence, elles ne s'attendent pas au pire, et bien bien au bien. Tous ces propos m'ont fait soulever une nouvelle interrogation. Que peut-on tirer de cette idée? S'attendre toujours au pire est une source constante d'inquiétude irréaliste. Lorsque nous
pas à se réviser. Julien me répondra habituellement non. Pour retirer cette inquiétude, il faut alors faire preuve d'honnêteté envers soi-même. Cette remise en question permet de régler bien des propos. La réponse devient alors plus simple. La crainte initiale s'amenuise, voire même se volatilise. Vous vous en rendez compte. Vous ne vous attendez plus au pire. Il ne s'agit là donc que d'une question de confiance en soi. C'est une des raisons qui m'amène à ne pas m'attendre au pire. Peut-être, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces quelques mots? Le droit vient également me rejoindre dans ma réflexion. En effet, je n'ai pas le bras si court que ça, et j'ai pu entrer en relation avec le très réputé Jitsu, magistrat de profession. Participant aux décisions d'assises, il m'a fourni de nombreux conseils. Le Jiu-Jitsu me demanda d'ouvrir mon code pénal et de m'intéresser aux sanctions. Quelles sont-elles? Les peines retranscrites sont uniquement les plus sévères, les pires. Et est-ce que les pires sanctions sont toujours appliquées aux personnes qui se retrouvent sur le banc des accusés? Je crois que tout le monde le sait plus ou moins, ce n'est quasiment jamais le cas. Ils essayent toujours d'aménager la peine selon la personne qui se trouve en face d'eux. Sinon, si on devait toujours s'attendre au pire, à quoi serviraient les avocats? Pourquoi se battraient-ils? Je crois que justement ils sont là, parce qu'ils ne s'attendent pas au pire, ne le veulent pas. Il est désormais temps pour moi de conclure. Ma prestation aura été de courte durée, mais suffisante, je l'espère, pour vous faire convaincre de ma bonne volonté. Est-ce cependant pour le meilleur ou pour le pire? Assistons-nous à l'instar du mariage à l'union des deux bisous? Mes paroles auront-elles été capables de faire basculer la balance de vos opinions vers ma conviction? Je ne vous retiendrai pas davantage et confie la tâche au jury de choisir de mon destin dans cette compétition, que ce soit pour le meilleur comme pour le pire. Honorable jury, mon cher futur ex-contradicteur et partenaire indiscutable de droit des finances publiques, mesdames, messieurs de l'auditoire, je vous prie de bien vouloir accepter mes respectueuses salutations. Un exemple simple, je suis sûre que beaucoup d'entre vous se rappellent du cours magistral de droit de la famille de notre cher et tendre monsieur Guérin.
merveilleux. Vous vous rappelez sûrement de tous ces chiffres minables comme quoi un mariage sur deux se finit automatiquement en divorce. Savez-vous pourquoi? Oubliez les raisons sociologiques. La vraie raison se situe ailleurs. En effet, lors de la cérémonie, un étrange personnage prononce cette célèbre phrase « pour le meilleur et pour le pire ». Je vois que cela fait tilt dans vos têtes. Pour le pire égale attente du pire égale divorce. Sécurité. Bannissez donc les discours craintifs et les pratiques. S'attendre au pire, c'est avoir peur d'une quelconque désillusion. C'est un cruel manque de confiance en soi. En considérant des espoirs expirés avant même qu'elles n'aient commencé. C'est l'abandon face aux difficultés, en avant ses propres faiblesses, créant alors sa propre prison de dénigrement et de dégradation, sous le poids étouffant de ses craintes et ses peurs. Hélas, dans ce monde où règne la loi du plus fort et dans ce système impitoyable, il n'y a pas de place pour les faibles. Alors que mon cher contradicteur a lui-même avoué ses faiblesses, lors de son bavardage élogieux du pire, il nous a également présenté une manière irréaliste de raisonner. Vous, qui lors de votre premier discours défendiez le verre à moitié vide, vous nous avez montré qu'il était simple de rester dans la médiocrité. Pensez-vous qu'il est réaliste de toujours voir le pire même lorsque le meilleur peut arriver? Pensez-vous même qu'il est possible de voir le pire? Car oui, il existera toujours pire que ce à quoi nous nous attendions. Oui, je vous le prouve aujourd'hui. Le pire est un leurre, car en réalité, il existe bien pire que le pire. Alors comment s'attendre à quelque chose d'aussi abstrait que le pire? Vous me suivez? Attendre au pire, c'est alors inutile, pour ne pas dire stupide. Alors oui, parfois, s'attendre au meilleur et ne pas l'obtenir est source de frustration et de déception face à cet échec. Mais comme l'affirmait Socrate, la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Et vous pouvez être sûr, quand vous attendez au pire, vous allez rester là où vous êtes tombé. Alors affrontez les milliers d'opportunités s'offrant à vous. Si les grands sportifs sont aussi prodigieux, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils s'attendent au meilleur. Serait en effet impossible pour un champion de s'entraîner durement et de manière assidue en s'attendant à ce qu'il lui arrive le pire. Ils obtiennent le meilleur car ils pensent, ils vivent et s'entraînent en tant que champion. Travailler pour le pire n'arriverait à rien. Cela reviendrait à s'avouer vaincu, avant même que la bataille n'ait commencé. Passons maintenant sur un sujet plus familier pour vous, juristes. Si le législateur a créé des infractions et des sanctions pénales, ce n'est pas parce qu'il s'attendait à l'exécution des pires infractions, mais seulement dans un but de dissuasion, afin de maintenir l'ordre établi. Merci, Madame Guérin. Si les licences 2 s'attendaient au pire, ils n'auraient jamais choisi l'option de droit pénal général. Comme un soldat qui s'en va en guerre, les L2 se sont armés. Durant les travaux dirigés, ils ont combattu au corps à corps les commentaires d'arrêt. Ne s'attendons jamais au pire. Sinon, le combat n'en aurait jamais valu la peine. Et il y a bien longtemps qu'ils auraient abandonné, allant vers le chemin paisible et assoupissant de sorte des institutions. Sans transition, transport. Si les piétons traversent les routes sur les passages piquetés, ce n'est pas parce qu'ils s'attendent à se faire percuter par une voiture, de même que si les individus prennent l'avion, ce n'est pas parce qu'ils s'attendent à s'écraser sur une île déserte et vivre un scénario à la Lost. Plus sérieusement, si on s'attendait au pire, on s'étendait. Les salles de concert seraient toujours vides. Jamais les héros du Bataclan n'auraient pu revoir leur groupe de métal favori. Car oui, s'attendre au pire, c'est se laisser abattre. C'est rester chez soi, c'est ne plus sortir, c'est ne plus aller au restaurant, c'est ne plus aller au cinéma. Se laisser abattre, c'est se laisser mourir. Et chacun ici-bas, n'est-ce pas ce que nous essayons de fuir comme la peste chaque jour? Alors relevez-vous et sachez qu'il ne faut jamais s'attendre au pire. Affronter les difficultés comme un guerrier franchirait les obstacles au milieu de sa monture. Toujours redresser la tête haute, le regard loin, avec l'envie inébranlable d'atterrir de l'autre côté,
afin de continuer son parcours. Parcours loin d'être facile et accessible. Cependant, il ne faut jamais regarder ces difficultés comme un mur infranchissable. Il ne faut jamais poser son regard vers le bas. Sinon, c'est la chute assurée, pour finir avec l'obstacle entre les dents. Je peux vous assurer que la douleur est amère. Malheureusement, les dents ne repoussent pas. Non, mesdames et messieurs, il ne faut jamais s'attendre au pire. C'est une chose que j'ai réalisée l'année dernière et que je réalise encore aujourd'hui. En effet, l'an passé, lorsque j'annonçais à ma mère mon envie de participer au concours d'éloquence, elle me regarda d'une manière si soudaine et déconcertée en s'exclamant, je cite, « Toi, toi ma fille, tu veux faire de l'éloquence. Attends un peu. Depuis toute petite, on t'appelait la claque tellement t'étais muette. Si réservée que depuis l'école primaire, tous tes profs m'ont convoqué en pensant que t'étais dépressive. » C'est vrai. Je pensais mieux. Non, sérieusement, ma chérie. T'es tellement silencieuse que même Ryan Gosling dans Drive y paraît pour un concert. L'amour ouvert, ça va pas. Bien sûr, ceux ici présents me connaissant plus personnellement sauront que ma mère n'avait pas totalement tort. Car oui, parfois même un sourd-muet est plus communicatif que moi. Tant vous dire que l'art oratoire n'est pas inné chez moi et que participer à un concours d'éloquence n'était pas gagné d'avance. Et pourtant me voilà devant vous, pour la seconde année consécutive. Certes, avec une bouche aussi sèche qu'un diabétique, et plus tremblante qu'un 13e âge atteint de Parkinson, mais je suis là, en tant que modèle et fervent défenseur de ma propre argumentation, pour vous prouver qu'il ne faut jamais s'attendre au pire lorsqu'on entreprend quelque chose, même lorsque le meilleur n'est pas au premier plan. Il faut rompre avec soi-même, ses croyances et ses craintes. Mesdames et messieurs, il ne faut jamais s'attendre au pire, mais plutôt se jeter sans cesse d'une falaise et se doter d'elle durant la chute. Je vous remercie. Je remercie très aimablement et défectueusement votre camarade de faire la bise à son concurrent. Tu peux me faire la bise si tu veux aussi, après tout. Je ne suis pas plus moche qu'un autre. Sérieusement, un petit problème technique d'organisation nous force à quitter le bâtiment de cet amphi pour que le jury puisse délibérer en toute sérénité. Je vous invite donc dans mon bureau à prendre le jus de carotte, puisque j'ai un jus de carotte dans le bureau. Donc, je suis désolé. Donc vous allez délibérer ici et nous allons sortir. Non, il est fermé à côté. Il est fermé. Ah bon, alors, remerciez les jeux. Merci, monsieur le procureur. Merci de oublier que je vais pas payer les impôts. C'est très gentil. Attendez 2 petites secondes. Avant que les résultats ne soient déclarés, il y aura un petit quart d'heure, je pense, de délibération. Je tiens tout de même à féliciter l'ensemble des candidats qui ont magnifiquement participé à ce projet. Les références littéraires, culturelles, m'émeuvent beaucoup. Les références cinématographiques et télévisuelles aussi, car entre 2 lectures de Madame Bovary, je regarde Lost. Quoi qu'il en soit, d'ici quelques minutes, je vous invite à revenir pour que Monsieur le Président du jury